Bonjour tout le monde, c'est Charles Montini pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, bilan 2023 en IA. Donc, je vous parle des 10 éléments marquants de l'année en intelligence artificielle générative. Je vais avoir un petit billet ici, là. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je ne suis pas, vous le savez peut-être pas, là, mais je suis pas un énorme fan de tout ce qui est génération d'images, de vidéos, de tous ces trucs-là, pour la simple et bonne raison que, d'après moi, c'est un petit peu moins utile pour les entreprises concrètement. Donc, demain matin, là, les PME du Québec ne peuvent pas tant utiliser DALL-E ou Midjourney. Ils peuvent un petit peu, mais concrètement, on a beaucoup plus de cas d'utilisation de l'intelligence artificielle générative sur de l'analyse de texte, de documents, de trucs comme ça, de la génération de documents aussi, des cas de service à la clientèle, des trucs comme ça. Donc, c'est pas, ça exclut pas automatiquement la génération de vidéos, de texte, l'analyse de tout ça non plus. Par contre, dans mon bilan, c'est beaucoup plus, disons, propulsé ou vers tout ce qui est texte. Donc, top 10 des événements de l'année. Ou si ça va, ça va ressembler un peu à top 10 des événements de OpenAI cette année. Il y a beaucoup de OpenAI, mais évidemment, ça a été l'entreprise la plus au centre de tout ça. Donc, ce n'est pas exclusivement ça, mais c'est beaucoup drivé par ça. Donc, sur ce, allons-y directement, on saute dans le bain. Donc, la revue de l'IA générative en 2023, des 10 événements les plus marquants. Allez! C'est le CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. CapGPT Podcast. Hey! Numéro 1, la sortie de l'API de ChatGPT de OpenAI qui a eu lieu le 1er mars 2023. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, le ChatGPT en tant que tel est sorti en 2022, quelque part autour de fin novembre, mais c'était pas encore disponible par l'API. Donc, c'était pas encore disponible pour créer d'autres produits par-dessus. C'était voici un jouet, tu peux aller sur le site, tu peux aller sur l'interface, tu peux taper tes trucs. Par contre, on pouvait pas nécessairement on pouvait pas du tout en fait construire des produits par-dessus là. Il y avait des petits malins qui avaient fait des trucs pour aller faire des requêtes à l'API, mais bon, ça restait quand même assez limité. Donc, le fait qu'ils ont sorti cette API-là, ça a comme ouvert les possibilités au monde entier. Premièrement, ça nous donnait accès au modèle chat 3.5 Turbo, donc c'était hyper intéressant. Et ça a permis de créer, en fait, plein de chatbots. On va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est un peu la boîte de Pandore là, pour tout ce qui allait suivre par la suite. Et ça donnait beaucoup de puissance à bien des apps qui étaient propulsées déjà par des modèles précédents de pas de ChatGPT, mais des modèles GPT-3, DaVinci et autres. Numéro 2, number 2, les plugins de ChatGPT le 23 mars. Donc, ça nous remet dans le bassin. Je me rappelle me dire, OK, là, il arrive quelque chose de big. Le monde sur les réseaux disait, OK, ça c'est le App Store moment. Là, c'est ça qui va venir tout changer. Ça va être les plugins de ChatGPT. Donc pour vous, peut-être que vous savez même pas c'est quoi un plugin aujourd'hui. Concrètement, c'était des connexions avec soit des apps externes et soit des apps qui se connectaient à d'autres choses. Par exemple, Kayak, qui est le site de réservation en ligne pour les billets d'avion. Donc, ça a été un des premiers qui était disponible directement là, quand c'est sorti. Donc, on pouvait aller chatter sur ChatGPT puis
sortir des billets d'avion ou demander pour des billets d'avion à travers ChatGPT ou des trucs complètement créés juste pour ça, comme parler avec son PDF. Donc, il y avait ces deux types d'apps-là et on se disait, OK, ChatGPT va devenir le nouveau système d'opération, le nouveau OS. C'est fini, Windows. Un peu comme iOS sur les téléphones est devenu tellement important, puis Android. Ben là, ça allait être ChatGPT. Tout allait être dans ChatGPT. On allait juste on allait avoir un site web, une app qu'on allait aller dessus. Ça allait être ChatGPT. Et là, ça devenait assez fou parce qu'on se disait, bon, est-ce qu'on crée encore des apps en dehors de ChatGPT? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et concrètement, oui, ça sert à quelque chose parce que les plugins, ça sert à rien, en fait. Pas que ça sert à rien, honnêtement. Je connais des gens qui en utilisent un petit peu, mais concrètement, ça a été peut-être le premier flop de OpenAI. Puis bon, si tu n'as jamais de flop, c'est parce que tu n'essaies pas assez, donc c'est vraiment correct. Et qu'est-ce que Sam Altman a dit par rapport à ça? C'est que ils ont compris que en fait, les sites voulaient pas être sur ChatGPT, ils voulaient ChatGPT sur leur site. Et là, par ça, je veux dire, on peut reprendre l'exemple de Kayak, qui est le site de réservation de voyage. Là. Au final, eux, ils veulent que tu ailles sur leur site. T'sais. Eux, ils ont contrôle sur leur site web, ils ont leur domaine, ils ont leur serveur, ils ont tout le monde peut accéder à ce site web-là. Donc, ils ont un contrôle, disons, total sur ce site-là. À partir du moment que tu le mets dans ChatGPT, ben là, tu sais, OpenAI, un peu comme iOS, a un contrôle. Et ce qui arrive avec iOS et Android, par exemple, c'est qu'ils vont prendre une cote énorme sur les revenus qui sont générés par les applications. Donc, ça ramène un risque à la business. Ils ont déjà toutes leurs applications, leur site web. Pourquoi ils voudraient réellement devenir un simple plugin dans ChatGPT? Ben, peut-être si tout le monde finit par aller uniquement là, mais la réalité, c'est que c'est pas exactement ça qui est arrivé. Donc, comme Salomon disait, les gens veulent plus avoir un ChatGPT sur leur site. Donc, c'est plus l'idée d'intégrer de l'IA générative à même leur site web plutôt que de le mettre dans une autre application. Donc, l'idée, ce serait peut-être d'avoir un pop-up de chat. Tu peux poser des questions, tu peux tweaker tes recherches directement en langage naturel. Ça, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant que simplement les plugins qui, aujourd'hui, c'est pas très, très fou et je ne me lancerai pas dans une business de plugins personnellement. Numéro 3, la sortie de GPT-4 le 14 mars. Donc, tout ça arrive quand même relativement rapidement. Là. Même en fait que les plugins sont après, c'est pas grave. Donc, 14 mars, officiellement, GPT-4 sort. Et là, ça avait été attendu. Je pense, d'après moi, c'est le modèle d'IA le plus attendu de tous les temps. Parce que faut se rappeler que les autres modèles d'IA avant GPT-3, personne savait que ça s'en venait. GPT-2 était assez mauvais, donc on pouvait pas vraiment savoir que quelque chose s'en venait concrètement. GPT-3 a quand même fait une petite vague avec les trucs qu'il était capable de faire, capable de montrer, c'était intéressant, mais c'était pas attendu. Là. Un peu de la même manière que ChatGPT n'était pas attendu, personne l'attendait. Et là, post-ChatGPT jusqu'à GPT-4, ce qui arrivait en fait, c'était qu'il y avait plein de rumeurs que GPT-4 était AGI, donc de l'Artificial General Intelligence, qui était niveau humain et tout ce qui vient avec. Là, si vous suivez un petit peu ça, vous avez clairement vu, le nombre de paramètres va être, 100 fois, 1000 fois plus élevé que GPT 3.5, donc on peut penser qu'il va être 1000 fois plus intelligent, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de graphiques avec des cercles, la taille du nombre de paramètres en cercle par rapport à GPT 3.5. Très, 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 très attendu et
sorti, c'est meilleur. Donc, c'est un meilleur modèle, mais tu sais, personnellement, bah, tu sais, honnêtement, je l'utilise, je préfère évidemment GPT-4, il est meilleur, on va pas y enlever rien. Ceci étant dit, pour tout le hype qui avait été mis, peut-être que c'était un petit peu trop. Maintenant, d'après moi, je continue de croire que la différence entre GPT-3 et GPT-3.5 chat a été de ma vie le plus gros gap que j'ai vu entre deux modèles. Donc, je me rappelle de jouer dans le playground avec GPT-3, c'était correct. DaVinci, le modèle DaVinci, c'était bien, c'était correct, mais ça donnait pas les résultats escomptés. Le fait d'ajouter le reinforcement learning avec le feedback loop. Donc, c'est ça la grosse différence entre 3 et 3.5 sur le chat. Ça a fait quelque chose d'assez incroyable au niveau des résultats qu'on était capable de sortir. Donc, GPT-4 est sorti mi-mars et c'était très attendu et ça a fait pas mal jaser. Numéro 4, dans le monde de l'IA générative, un des plus gros bouleversements, puis ça c'est un peu une blague, c'est juste pour moi, c'est la sortie de KebGPT, le chatbot le 1er avril. Donc, c'est une blague. Ça a toujours été une semi-blague qui est devenue comme sérieuse. Mais bon, je peux peut-être vous réexpliquer l'histoire rapidement. Donc, ça faisait quelque temps justement que l'API de ChatGPT était sorti, pas si longtemps. J'avais commencé à jouer avec et Sam Altman parlait de comment à terme peut-être chaque personne aurait son propre IA personnalisé, là, un peu comme on voit aujourd'hui avec les GPT, ce qu'on va parler un petit peu plus tard. C'était une idée quand même nouvelle de se dire je veux faire un wrapper autour de l'API ChatGPT. Ça venait de sortir. Je fais ce wrapper là. Wrapper, c'est juste du code qui entoure l'API ChatGPT avec un prompt spécifique. J'ajoute un petit peu de variables aléatoires pour changer un petit peu de quoi il va parler. Puis juste concrètement, si vous avez jamais essayé le chatbot de KebGPT, en gros, c'est un chatbot qui parle québécois que vous pouvez encore essayer aujourd'hui au kebgpt.com. Vous pouvez l'essayer, je vais l'enlever prochainement, donc si vous voulez l'essayer, je vous invite à le faire. Et c'est ça, je fais cette blague-là à mes amis, donc on se mord bien. C'est aussi dans le temps que, Monsieur Legault, François Legault, le premier ministre du Québec, avait sorti des publicités pour inciter les jeunes à mieux parler. En tout cas, ça me faisait assez rire de faire un chatbot qui était full axé sur la langue française. Et je fais ça pour mes amis pendant un bout, puis j'arrive à justement le fine-tuner, genre l'améliorer juste pour que ça fasse des meilleures blagues. Et le 1er avril au matin, je me rappelle, c'était un samedi. J'avais rendez-vous au gym avec mon ami à midi et je me réveille le matin, je me dis ok, là, je vais le sortir. Tu sais, j'adore faire ce genre de blague-là. Je vais packager ça dans une petite app puis je vais le faire au monde. Fait que je commence à coder comme un fou, comme un loco. Je sors ce chatbot-là et ça part semi-viral. Donc ça a été un événement marquant en IA générative, du moins pour moi à ce moment-là, parce que j'étais consultant pour des grosses boîtes à ce moment-là. Donc, je venais de finir un mandat avec Boston Consulting Group. J'étais chez Equifax et concrètement, j'avais pas cette vue-là de me relancer dans ce type d'aventure-là entrepreneuriale. Mais après ça, le nom a été... le domaine en tant que tel a eu une certaine valeur parce que il a été référencé sur le site du Journal de Montréal et sur des podcasts assez populaires. Et par la suite, je me suis dit, OK, je vais partir une business avec ce brand-là. Ça me fait très, très rire que ça parte d'une blague. J'ai pas reparti une business en tant que telle. J'ai juste concrètement
rebrander mon ancienne entreprise et j'ai commencé à offrir des services en IA générative pour créer des apps sur mesure. Donc, à la base, ça a été ça. Donc, ça a été le 1er avril. Puis concrètement, j'ai été la première business au Québec à se spécialiser uniquement sur l'IA générative et les API de GPT pour monter des apps. Donc, belle réussite pour moi. Yay! Numéro 5, number 5, cinco. Et en bulgare, c'est pet, ce qui me fait bien rire. J'aime ça les pets. Donc, les outils de chat GPT. En fait, c'est ça. Numéro 5, c'est un amalgame un peu. Là, je voulais pas... il est arrivé tellement de choses avec une espèce de coffre à outils de ChatGPT, puis là, vous allez voir où je m'en vais. Parce qu'au printemps, il était encore assez nu. ChatGPT, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités. Et c'était un peu sa faiblesse, là. C'est que l'entreprise avait tout mis l'effort dans le modèle et concrètement, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités. Ce qui le rendait un petit peu, pas qu'il servait à rien, mais c'était toujours pas aussi utile que ça. Puis il y a plein de business qui se construisaient autour, là, ça c'était drôle. Justement des rappers, comme on a parlé précédemment, des trucs qui viennent entourer l'API ChatGPT et pour faire des trucs spécifiques comme parler à des PDF et des trucs comme ça. Donc, concrètement, les outils de ChatGPT, qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, premièrement, il y a eu Code Interpreter, qui est peut-être, tant qu'à moi, le truc le plus underrated de 2023, qui est en fait un data scientist ChatGPT qui peut faire des trucs incroyables. Honnêtement, je suis content de ne plus être vraiment dans la data science en tant que telle, parce que je me ferais... J'aurais peur, en fait. Mais soit que je pourrais faire ma job vraiment, vraiment vite, soit que j'aurais peur de perdre ma job. Donc, mais oui, Code Interpreter qui est capable de faire de l'analyse de données de manière hyper puissante, hyper rapide. Ça a été un des premiers ajouts sur ChatGPT. La recherche web qui est comme arrivée, partie, revenue. En tout cas, tout ça pour dire que maintenant, on peut faire encore des recherches web sur Bing. L'ajout des instructions personnalisées, donc d'être capable de changer ses instructions système. Donc, tu peux avoir des instructions qui reviennent dans chacun de tes prompts. Ça a été, encore une fois, hyper intéressant. DALL-E 3, c'est de connecter, en fait, la génération d'images. Et finalement, un qui est tant qu'à moi, peut-être le plus puissant, c'est GPT Vision, donc la capacité d'analyser des photos. Donc, tous ces ajouts-là sont arrivés relativement rapidement en 2023 et aujourd'hui, on a un ChatGPT beaucoup plus soutenu, disons, avec beaucoup plus de muscles que ce qu'on avait accès il y a un an. Et c'est des évolutions que j'aurais peut-être pas cru qu'elle allait arriver aussi rapidement. Il y a peut-être des trucs qui auraient été plus faciles, mais tous ces petits ajouts-là sont bien placés au numéro 5 pour être un des événements marquants de 2023, la capacité de OpenAI de faire tous ces ajouts. Numéro 6, ChatGPT Enterprise qui est sorti le 29 août 2023, qui était la chose que il y avait le plus de critiques par rapport à l'IA générative. Il y avait plein d'histoires, l'histoire de Samsung qui avait mis des plans dans ChatGPT, du moins de la propriété intellectuelle privée dans ChatGPT. Là, c'était vraiment pas correct de faire ça. Du moins, c'est ça. Beaucoup de gens se plaignaient qu'il n'y avait pas, disons, de sécurité derrière tout ça, ce qui était, à leur défense, pas nécessairement vrai, dans le sens que, oui, OpenAI avait ces données-là, mais bon, c'était probablement aussi safe que dans d'autres entreprises. Là. C'était pas comme s'il y avait eu des leaks informatiques de ces données-là.
Après ça, de l'autre côté, c'était plus potentiellement le fait que des modèles subséquents pourraient être entraînés sur les données que tu donnes à ChatGPT. Là. Et là, pour mettre tout le monde à niveau, c'est lorsque tu utilises ChatGPT, la version gratuite, la version payante, pas la version entreprise, justement, tout ce que tu mets dedans, OpenAI se donne le droit de réentraîner des modèles subséquents dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, que si tu mets de la donnée hyper privée dans ChatGPT, quelqu'un pourrait le prompter d'une certaine manière pour par la suite être capable de ressortir cette information-là. Est-ce que c'est grave? Ouais, quand même. C'était tout. C'est aussi pour ça que l'API a été hyper intéressant rapidement. C'est parce que dans l'API, par défaut, ils donnent pas le droit, on donne pas le droit à t'as comme une licence entreprise un peu par défaut. Là. Puis t'as pas le droit de... OpenAI n'a pas le droit de réentraîner le modèle avec tes données. Donc, la sortie de ChatGPT Enterprise s'est faite un petit peu on the low side parce qu'on ne sait pas exactement qui l'utilise là, concrètement, mais c'est venu un petit peu fermer le clapet aux critiques qui disaient que c'était pas safe et tout. Puis c'était relativement simple de le rendre safe. Fait que je sais pas pourquoi il y avait autant de hate par rapport à ça. Il y a beaucoup de monde qui aime pas l'IA en ce moment parce que évidemment ça va venir perturber plein de choses et dès qu'il y a des petits points sur lesquels ils peuvent venir chialer, ben ils le font sans problème. Numéro 7, septième événement le plus marquant de l'année, ça a été le Dev Day de OpenAI. Qu'est-ce qui est arrivé dans le DFT? Ça a été pas beaucoup de nouveaux, de nouveautés. Premièrement, le nouveau modèle de GPT, le plus GPT-4 Turbo, donc plus rapide, moins cher, qui est hyper intéressant quand tu veux construire monter des apps sur GPT-4 parce qu'il était maintenant il est un tiers du prix de GPT-4, donc vraiment moins cher là, si tu veux, si tu as beaucoup de volume. Hyper intéressant ce niveau-là, une belle sortie. Et ce qui a pris potentiellement plus la place, c'est les GPTs et le Assistant API. Donc, c'est un peu la même chose, un avec un UI, l'autre pour construire des produits dessus. Donc, d'un côté, les GPTs, peut-être un autre flop là, de OpenAI. Donc, concrètement, moi, je le vois un peu comme les plugins parce qu'honnêtement, ça m'intéresse absolument pas d'aller créer un GPT. Mais en bref, c'est une façon très simple d'aller créer une version de ChatGPT avec tes données, avec un prompt spécifique et des fonctions externes. Et par fonction externe, concrètement, ça peut appeler des routes d'API. Fait que tu pourrais aller te connecter à tes courriels ou à tes données ou j'en sais rien. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ceci étant dit, ça s'est pris jusqu'à maintenant, ça s'est pris dans ChatGPT. Il faut que tu sois membre payant. Je sais, ça peut peut-être changer, là, mais au début, il fallait que tu sois membre payant pour le partager. Et là, la grande promesse, en fait, d'OpenAI, c'était l'idée que tu allais pouvoir les mettre sur un store et recevoir de l'argent avec l'utilisation. Un peu un genre de, comment dire, à l'utilisation un peu comme YouTube, là, plus que les gens l'utilisent, plus que ça peut avoir une valeur. Ceci étant dit, ça c'est intéressant, mais de l'autre côté, le concept en fait des assistants avec l'assistant API, là, tant qu'à moi, c'est super intéressant parce que c'est une manière, disons, plus abstraite, plus low-code de créer en fait un chatbot avec un système de retrieval de documents, qui a accès au code interpreter, qui a accès à la vision. Donc, ça te permet rapidement de créer les assistants et potentiellement même de changer les modèles. Donc, récemment, là, je voyais que tu pouvais, dans le cas d'aller changer le modèle
pour d'autres modèles genre Mistral, qu'on va reparler plus tard. Donc, des super belles sorties, des outils hyper puissants pour être capable d'aller créer par-dessus ça des produits vraiment rapidement puis donner vraiment beaucoup de valeur à tes clients pour des entreprises comme moi. Donc, une vraiment belle sortie. Et le fait que ça est arrivé, ça a fait débloquer ça a donné des idées à beaucoup de monde, comme par exemple à LangChain, qui est la librairie la plus populaire en IA générative, là, je dirais, pour créer en fait les Open GPTs, qui est une version open source des assistants que tu peux utiliser avec n'importe quel modèle, avec n'importe quelle base de données et tout. Donc, ça a ouvert l'esprit de tout le monde, ça l'a rapidement créé quelque chose de plus grand qu'ils auraient probablement cru à la base. Donc, le Dev Day, beaucoup de grosses annonces. Il y avait-tu d'autres choses? Il y avait plein aussi de petites choses là, plus concrètes par rapport au développement logiciel, mais tout ça pour dire que ça a été quand même des grosses annonces de cette journée-là. J'ai même un podcast complet sur ce truc-là, si ça peut vous intéresser. Au numéro 8, la saga OpenAI versus Sam Altman, donc qui est arrivé le 17 novembre et le DevD était le 6 novembre. Puis là, ça a probablement un lien entre les deux, donc c'est pas complètement aléatoire que les deux soient arrivés juste un après l'autre. Mais concrètement, ici, je parle du fait que le 17 novembre, Sam Altman a été licencié de OpenAI, donc le conseil d'administration l'a remercié comme PDG et s'en est suivi une saga complètement folle par rapport à tout ça. Donc, l'idée initiale du conseil d'administration était de licencier Sam Altman, de sortir du conseil l'autre membre que je me rappelle plus, mais qui était aussi un fondateur, Greg Brockman, qui était aussi un fondateur de OpenAI, mais de le garder dans la compagnie. Donc ça, c'est leur idée à la base. Ils nomment la CTO, CEO par intérim, et ça reste comme ça à peu près 12 minutes et quart. Parce que là, Greg Brockman, qui était fondateur, dit fuck you. Je vais pas rester dans l'entreprise si vous mettez dehors comme ça Sam et que vous me sortez du board. Donc, lui aussi part. La CEO est comme... Ça, c'est le vendredi soir. La CEO, par intérim, est pas vraiment contente de ce qui est arrivé non plus avec le board. Le samedi, à ce qui paraît, des discussions pour un retour potentiel de Sam. C'est pas clair. Beaucoup d'employés signent une lettre pour avoir son retour. Le dimanche, en fait, un nouveau CEO est nommé, l'ancien CEO de Cora, mais ce n'est pas de Cora, c'est d'une autre entreprise. Ceci étant dit, nouveau CEO, on s'en rappelle même pas parce que il a été là à peu près 32 secondes. Lundi matin, on apprend que Sam Altman et Greg Brockman se joignent à Microsoft pour créer un nouveau hub de AI chez Microsoft, complètement fou. Microsoft semble être le grand gagnant de tout ça. Pour finalement ne pas aller chez Microsoft, là, à peu près 95% des employés signent qu'ils vont démissionner si Sam Altman ne revient pas. Et finalement, retour de Sam Altman à peu près en 5 jours. Donc, un 5 jours complètement fou pour Sam Altman, un peu du jamais vu là, dans la Silicon Valley. Donc, saga un peu folle. Encore une fois, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait un épisode complet du podcast. Si ça vous intéresse, il y a aussi évidemment beaucoup de contenus qui ont été rédigés ou créés là-dessus. Et potentiellement, il y a un film qui s'en vient. Là. Ça se pourrait. Là. Sur OpenAI, là. En tout cas, il prend un film sur ChatGPT OpenAI jusqu'à temps que
c'est ça la fin du monde. C'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de monde pour voir le film, comme on va tous être morts par les robots. Donc, au numéro 8, Saga OpenAI versus Sam Altman qui a retenu, qui a fait couler pas mal d'encre en 2023. Numéro 9, que je viens de me rendre compte, en fait, c'est la première fois que on ne parlera pas d'OpenAI. Là, on en parle. Non, on ne parlera pas d'OpenAI, c'est la sortie le 6 décembre de Gemini de Google, qui était, ma foi, très attendu. Même qu'on... il y a des rumeurs là, que ça allait être encore repoussé pour janvier. Et ça aurait pu, mais non, ils l'ont sorti. Concrètement, le Gemini, c'est quoi? C'est un modèle multimodal, donc avec qui peut prendre plusieurs entrées différentes, pas seulement du texte, ça peut être des images, de l'audio, si je me trompe pas. Il peut aussi retourner des images de l'audio, donc multimodal plus intéressant à ce niveau-là, et qui est censé compétitionner directement avec GPT-4. Certains benchmarks montrent même qu'il est meilleur, mais pas mal de controverses à ce niveau-là, là, parce que on va se le dire, l'équipe marketing de Google est très bonne. Plus concrètement, plus on pousse un petit peu là-dessus, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont fait une vidéo où ils truquent un petit peu les gens, là, dans le sens que on voit le modèle qui, en live, analyse une vidéo, tandis que dans la réalité, dans leur blog post, donc ils ont quand même été clair là-dessus, c'est pas vraiment ça qui se passe. Là, ils prennent des frames, ils prennent des photos, puis là, c'est ce qu'ils analysent en fait avec du prompting. Donc, ça pour dire que rapidement, ce que je veux dire par là, c'est que les vidéos qu'ils ont montrées ne sont pas aussi bonnes que la réalité du modèle. Est-ce que c'est si grave que ça? Non. Est-ce que Gemini est si bon que ça? Oui, c'est un bon modèle. Probablement plutôt entre GPT 3.5 et 4 là, à voir. On n'a pas encore vu la version, on n'a pas encore eu accès en fait à la version Ultra, je pense. Il y a la version Mini, Pro, Ultra. Donc, à tester. Ça pourrait être très bon, mais d'ici le temps qu'il soit mis disponible, potentiellement que GPT-6 va être sorti. Donc, j'étais quand même assez surpris aussi de voir que Google est autant en retard par rapport à OpenAI. Donc, on pourrait s'attendre à plus de compétitivité. Je suis quand même content de voir que Gemini sorte parce qu'effectivement, ça rend le marché plus compétitif. Mais bon, encore une fois, on a parlé de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui par rapport à OpenAI. Ben, la réalité, c'est que tous ces outils-là, tous ces trucs-là, Bard les a pas et c'est pas nécessairement pour bientôt. Après ça, est-ce que la stratégie de Google est différente? Puis il y aura peut-être pas Bard va être moins important, mais ça va être intégré dans tous ces produits peut-être. Je vois pas pourquoi ils feraient pas ça. Ou si personnellement, moi, je préfère la plateforme Google Cloud, donc c'est clairement mieux, en fait, d'utiliser Google Cloud que OpenAI, parce que tu peux utiliser OpenAI à travers Azure, qui doit être très bien, ce que je fais pas nécessairement, mais bon, tout l'environnement Google Cloud est très puissant, donc capable de construire avec des modèles qui sont directement dans Google Cloud, c'est aussi très intéressant. Donc, à suivre sur les avancements côté Google, mais chapeau d'avoir sorti ça cette année aussi rapidement, à peu près 1 an après la sortie de ChatGPT et le code rouge chez Google pour aller sortir du meilleur AI. Numéro 10, un autre point hors OpenAI. Donc, mois de décembre, très calme chez OpenAI. On peut s'attendre à un mois de janvier peut-être, un peu plus fou. C'est une blague, là. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Numéro 10, la sortie de la plateforme Mistral AI, donc cette start-up française qui vient
entre dans la compétition. Donc, très content de ma part de voir de la compétition dans l'industrie au niveau des grands modèles de langage ou des grands modèles multimodal. Mistral en tant que tel, c'est plus un modèle de langage qui est très bien, honnêtement, qui est aussi le seul en fait à être à la fois sous une licence open source et que tu peux le consommer à travers leur API. Donc, plusieurs modèles open source, dont Llama 2, là, celui de Meta / Facebook, qui est très bien. La problématique avec ça, c'est que c'est assez compliqué, là, aller gosser avec ça pour soit l'héberger toi-même sur un serveur, soit l'utiliser à travers Hugging Face, qui est une plateforme pour utiliser des modèles open source. Donc, ceci étant dit, c'est bien les modèles open source, mais à un moment donné, il y a tellement de friction à les utiliser. Déjà que c'est pas si simple que ça à utiliser des LLM dans des applications. Si tu rajoutes en plus le fait de devoir hoster ton propre modèle, ça commence à être un peu beaucoup de risques en fait pour pas être certain que le modèle va bien fonctionner. C'est surtout ça en fait. Et là, ce que Mistral, ce que je trouve personnellement hyper intéressant pour mon entreprise et pour sûrement beaucoup d'entreprises, c'est qu'aujourd'hui on est capable d'aller essayer Mistral. Donc Mistral a une plateforme un peu comme Gemini à Google Cloud ou OpenAI que tu peux utiliser en fait leur hébergement, leur hosting pour des coûts de token, aller utiliser l'API pour générer des apps et tout ça, aller se connecter à ça, un peu comme Claude aussi. On n'a pas parlé du tout de Anthropic, qui ma foi, n'a peut-être pas sorti grand-chose cette année, hein. Bon, à suivre, mais Anthropic aussi joue un rôle comme ça. Ceci étant dit, c'est ça. Google Gemini, OpenAI avec les GPTs et Anthropic avec Claude sont trois, disons, closed source. Et de l'autre côté, il y avait Llama et Mistral et d'autres là, en open source. Et le Mistral est un peu le seul à faire les deux. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux aller tester avec leur API le modèle, si tu l'aimes bien et que tu veux un niveau de sécurité ou si tu veux aller le fine-tuner toi-même, faire ce que tu veux avec leur modèle, en fait. Après ça, tu peux aller l'héberger par toi-même, mais tu n'auras pas le coût initial du risque parce que tu vas être capable de l'essayer à coût pratiquement nul. Donc, pour moi, c'est hyper intéressant et ça montre en fait que l'open source, il en a parlé là, chez Google et tout, que l'open source allait peut-être être la voie du futur pour les grands modèles de langage. Et je pense que Mistral a très bien compris à ce niveau-là. Même que l'entreprise, je pense, vaudrait aujourd'hui 2 milliards d'euros. Donc, quand même intéressant. Quand même pas pire. Donc, à suivre pour Mistral, mais juste avant Noël, j'ai reçu moi-même ma clé d'API et donc ça va me faire extrêmement plaisir d'aller, j'ai déjà commencé à jouer avec, mais d'aller plus concrètement le tester, surtout que comme c'est une entreprise française, ça fonctionne assez bien avec le français, qui est des fois les problématiques des modèles open source. Donc voilà, c'était les 10 événements de l'année 2023 en IA générative que j'ai retenu pour ce petit bilan. J'espère que ça vous a plu et si ça vous intéresse, vous pouvez en parler de mon podcast aux gens dans votre famille à Noël, jour de l'an. Ça fait hyper intéressant. Ça fait hyper plaisir d'avoir de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. Donc allez, et on se dit, à l'année prochaine, déjà, à l'année prochaine. Donc, on va continuer de me suivre sur le podcast, sur LinkedIn et bientôt de plus en plus sur YouTube. Donc, allez et à bientôt.